Bonjour et bienvenue à Discours Animal. Après un premier épisode captivant sur le monde félin, on reçoit de nouveau notre experte en chat, Caroline Crevier-Chabot. Bonjour et merci d'être de retour avec nous. Alors, merci de m'avoir invité de nouveau, c'est un plaisir. Pour nous aussi, c'est un plaisir. Donc, pour vous dire, on a un premier épisode, en fait, c'est l'épisode 2 de la saison 1 qu'on a parlé du chat plus commun, je dirais, fait que les besoins, comportements un peu plus communs. Puis là, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus précis. Très excitant. Moi, on me pose beaucoup la question, en fait, avec les chats, c'est est-ce que c'est contre nature d'enfermer un chat dans un appartement ou dans une maison ou il faut absolument qu'il aille dehors? Je pense qu'on a tendance à parfois diaboliser certaines choses puis à rendre d'autres choses comme paradisiaques. Puis je pense que la réponse, comme dans beaucoup de cas, est un peu entre les deux. On a tendance à dire « la nature, c'est merveilleux, c'est leur environnement naturel, ils ont besoin d'aller à l'extérieur ». Moi, dans la nature, je ne survivrais pas très bien. Donc, on est quand même content d'avoir nos maisons où on est au sec, donc pas dans l'humidité tout le temps. On est au chaud l'hiver, au frais l'été, on est en sécurité. Donc ça, c'est sûr que c'est des aspects que les chats aiment quand même. Puis on le voit chez les chats plus que chez les chiens, parce que les chats qui peuvent se promener librement, parfois, ils vont changer de maison, ou ils vont avoir plus qu'une maison, puis on ne le sait pas. Mais justement, ils ont la possibilité de partir et de revenir. Donc, je pense que si la nature était la chose la plus merveilleuse, veut pas, ils ne reviendraient pas à la maison. Donc, je pense que faut pas rendre la nature trop merveilleuse ou la maison trop terrible. Il y a des bons aspects et des mauvais aspects. Puis si on regarde à l'inverse, ben c'est sûr que à l'extérieur, il y a des choses intéressantes. Il y a quand même aussi des dangers. Puis quand on est le moindrement dans une zone dense, il va y avoir une certaine densité de chats dans le voisinage. Et ça peut être stressant. Si on était l'ancêtre du chat, Felis libica, on se rencontre pour se reproduire, puis c'est tout. Le reste du temps, la proportion, la quantité de chats environnantes n'est pas très grande. C'est sûr que le chat est beaucoup plus grégaire que ne l'était son ancêtre. Donc oui, il est capable de vivre en groupe, mais ça génère quand même certains stress. Fait que je pense que de garder un chat à l'intérieur, oui, on peut subvenir à plein de ses besoins et lui offrir une vie très, très enrichissante. Le danger, je pense que c'est si on regarde le chat comme étant une espèce domestique, puis qu'on se dit « Ah, c'est une espèce domestique, donc il est un peu une page blanche, il n'y a pas nécessairement de besoin. » Là, c'est là qu'on a un problème, parce que ça devient un peu comme un bien de consommation, mais en fait, cet individu-là, il a des comportements typiques à son espèce, et ces comportements-là sont importants pour qu'il se sente bien dans sa peau. Donc, il faut pouvoir arriver à subvenir à l'intérieur à ses besoins. Puis en parallèle, ben oui, on peut laisser son chat aller à l'extérieur. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être librement. Moi, chez moi, j'ai un Casio, j'ai une cour sécurisée, je promène mes chats en laisse. Donc, il y a des options aussi d'entre-deux pour leur donner l'opportunité d'explorer ces environnements-là. Fait que c'est encore une fois une question avec de multiples facettes. Oui, puis même, moi, j'ai un chat du voisinage, justement, qui est arrivé, mané dans notre porte qui est vitrée. Puis, il y avait pas... quand il a vu, il est tombé face à face avec mon chat, mais qu'il y a une séparation de vitres, il aimait pas ça, puis tu sais, il a craché dessus, puis mais j'étais comme, c'est toi qui viens ici. Fait que là, je me disais, une chance que justement, il y avait la vitre, la porte qui les séparait. Oui, bien, je pense que, si j'ai bien compris, c'est pas le fait qu'ils restent en dedans non plus la problématique, c'est l'ennui plus qu'autre chose. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, veut pas, c'est ça, eux comprennent pas les limites de l'eau, puis les clôtures, puis, tu sais, là, en tout cas, comment on dit ça, la géomatique, là, puis les arpenteurs géomètres, ça fait pas partie de la compréhension. Fait que c'est normal que s'ils sont habitués à se promener dans notre jardin, ben ils pensent ici, ça fait partie de l'endroit où je peux me promener. Là, on pourrait parler de territoire ou non, mais mon domaine vital. Fait que même si moi, je sors juste une fois par été avec mon chat dans ma cour, lui, il est comme, ben moi, je viens toujours ici, qu'est-ce que vous faites là? Fait que c'est sûr que c'est agaçant. Mais oui, c'est ça, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est une question de voir ce qu'on peut leur offrir. Puis tu sais, même si on n'a pas un Casio, une cour sécurisée, des marches en laisse, juste avoir une moustiquaire solide, puis pouvoir donner l'opportunité d'ouvrir et de respirer du bon air, avoir le soleil sur nous,
à avoir des odeurs intéressantes. C'est sûr que si c'est une fenêtre où votre chat voit des chats du voisinage et qu'il y a des odeurs de pipi de marquage qui rentrent, là, ça peut vous causer des problèmes. C'est de voir comme à chaque cas différemment, puis de gérer aussi, d'accepter de gérer certaines choses. Mais c'est sûr que si on est toujours à l'air conditionné, la vie est un peu plus plate que si on a une plus grande variété de choses. By the way, moi, j'ai appris cette année qu'il y avait des moustiquaires faits pour, en fait, les animaux, qu'ils vont pas détruire si jamais ils grimpent dedans. Tu savais-tu ça, toi? Non, je savais pas. Ben, je l'apprends maintenant. Parce que des fois, on l'apprend à nos dépens que quand ils grimpent, parce que ça grimpe des chats, donc ils grimpent dans les moustiquaires, puis là, ça défait tout. Mais non, il y en a des solides qu'on peut acheter, puis qui déchirent pas. Bon à savoir. Oui. Puis, est-ce que, tu parlais de marcher en laisse, est-ce qu'il y a un harnais qui serait préférable pour les chats? Une laisse, une longueur de laisse qui serait préférable pour les chats? Ah, et j'ai toute une belle vidéo de 14 minutes sur ma chaîne que je vais justement traduire en anglais cette semaine, parce que celle en français, ça fait très longtemps, donc vous pouvez aller voir la chaîne à mon nom personnel. On va aussi mettre le lien, si tu veux, dans notre description, comme on avait fait. C'est parfait. Il n'y a pas de harnais qui soit vraiment anti-évasion, peu importe ce que les gens disent. Les chats sont tellement flexibles pour que vraiment soit anti-évasion, il faudrait que ce soit tellement serré que ce serait comme inconfortable, puis il serait en train de perdre de l'air toute la marche. Puis de toute façon, on ne veut pas nécessairement non plus étrangler notre chat parce s'il se met à capoter. Mm-hmm. Fait que le but, c'est vraiment de ne pas se retrouver face à un chat qui va être face à nous et reculer, parce que là, c'est là qu'on se met dans le trouble, puis il peut sortir très, très rapidement. Les harnais minimalistes, là, où c'est vraiment une boucle autour du cou, puis une boucle derrière les pattes avant, généralement, ça fait pour beaucoup de chats. Moi, j'ai un chat que lui mettre ça, même là, s'il trouvait le moyen de juste s'accoter dedans puis étouffer un peu. Donc, je suis allée vers un autre harnais qui est plus un peu poitrail, mais qui est moins sécuritaire. Fait qu'il y a énormément de styles de harnais. C'est important de regarder notamment les... tu sais, comme si on a le poil long du velcro, c'est peut-être moins super parce que le poil pogne dedans. Si on a un chat que lui passe quelque chose sur la tête, c'est plus stressant, mais peut-être que quelque chose qui vient clipper autour du cou, c'est plus facile. Les types de boucles, tout ça. Ça, j'ai une couple de vidéos où j'ai regardé différents modèles. En bout de ligne, je reviens beaucoup vers le modèle le plus simple en général. Mais c'est ça. Honnêtement, ça, pour avoir essayé beaucoup de modèles, je considère pas qu'il y a un... Tu sais, les gens voudraient dire celui-là. Ouais. Honnêtement, ceux qui sont plus comme des vestes, souvent ont une espèce d'effet similaire au Thunder Shirt, je me rappelle plus du mot à cette heure. Ils vendent une veste qui est supposée être calmante. Mm-hmm. Fait que ça a un certain effet parfois calmant pendant peut-être 10-15 minutes. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que c'est plus enveloppant. Donc, si vous avez lu le livre de Temple Grandin où elle parlait justement de ça, le fait d'être comme squeezé, c'est comme réconfortant. Donc ça peut peut-être aider si vous voulez aider votre minou initialement qui est un peu inquiet, mais encore là, c'est minimal comme avantage. Puis moi, je trouve que ça a tendance à plus restreindre leurs mouvements, ceux qui sont plus comme des vestes. Fait que c'est à voir selon votre propre chat. Ouais. Un chat, justement, qui est plus stressé, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de l'amener dehors ou vaut mieux comme le laisser tranquille dans la maison? La première chose, je te dirais, c'est est-ce que mettre un harnais est faisable? Moi, j'ai une chatte que si tu fermes une porte, déjà, elle commence à trouver que c'est de la restreinte puis elle est inquiète parce que c'est inhabituel. Donc, elle, honnêtement, j'ai même pas mis le temps. Elle va dans la cour sécurisée quand ça lui tente. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai décidé de faire. Est-ce que je pourrais? Oui. L'effort pour arriver là serait probablement pas mal de travail. Puis je pense pas que elle, c'est quelque chose qu'elle a vraiment besoin. Maintenant, si votre chat, vous pouvez entraîner, OK, être en harnais, je suis confortable, ça va. Est-ce qu'il veut aller dehors? Ou est-ce que dans le fond, il est comme non, je veux pas y aller? Et je le dis dans la vidéo, justement, sur la marche en laisse, ça se peut que vous commenciez ça, votre chat est intéressé, il est comme, moi, j'aimerais ça aller voir. Et là, vous ouvrez la porte, puis il décide de rester sur le bas de porte. Puis la première fois, pendant 10 minutes, tout ce que vous faites, c'est... Il regarde, puis il renifle, ça se peut qu'il s'assoie. Ça se peut qu'il dise, je trouve ça stressant, je veux retourner, puis là, on retourne. Puis ça, c'est la chose la plus importante, c'est est-ce que je peux retourner à l'endroit sécuritaire? Fait qu'est-ce qu'on peut retourner dans la maison? Oui. Ah, OK! Ben peut-être on peut retourner dehors d'abord. Tandis que si on te force à rester dehors, ben là c'est comme non, j'ai pas le contrôle, puis là je suis pas bien. Puis tandis que si on peut déescalader en revenant dans la maison, ben là c'est plus facile. C'est pour ça aussi que si on dit je vais aller au parc avec mon chat, on a tout ce bagage-là de je te mets dans un transporteur, tu vas pas toi-même te rendre quelque part, fait que tu perds cette capacité-là à savoir comment tu t'es rendu, comment je vais revenir. Puis là, tu es au parc, puis ça se peut que ce soit beaucoup plus difficile. Tandis que si on commence à la maison, puis on sort, puis on est dans la cour plus tranquille. Souvent, le soir, c'est énormément plus facile pour les chats, à la fois les chats peureux que les chats en général.
ils sont moins visibles, c'est plus leur environnement, ils sont crépusculaires, donc ils vont être plus curieux. Fait que si vous sortez l'été quand il fait chaud, à 9h, sur le balcon en arrière, puis là, il y a la ruelle, puis tout est tranquille, personne ne fait de party, probablement que votre chat va être plus confortable pour commencer. Fait que, allez-y avec ce qu'il a envie de faire. Moi, j'ai un chat, là, il est rendu qui me fait faire 700 mètres, puis il est bien motivé, le soir. Puis j'ai un autre minou, il aime sortir, mais il va beaucoup moins loin, puis je suis pas en train de me dire on va aller plus loin. Tandis que le premier, je suis comme toi, tu sais, comme de plus en plus, je pense que tu vas élargir tes horizons de par toi-même, on essaye des nouvelles rues. Fait que c'est vraiment d'y aller, je pense, en écoutant. Puis tu vois, c'est drôle, j'avais une conversation cette semaine avec quelqu'un, on a beaucoup d'attentes, on s'attend à ce que les chiens soient interactifs, sociables, veulent interagir avec nous, aient le goût d'aller faire des promenades, d'aller dans des endroits, puis on s'attend à ce que les chats aient peur, puis veuillent pas interagir, puis en anglais ils disent « aloof », on s'attend à ce que les chats soient comme pas intéressés par nous. Puis c'est triste parce qu'en fait, il y a des chats qui sont super intéressants à interagir, super intéressés à aller dehors, veulent explorer. Et inversement, t'as des chiens ils veulent pas faire des grosses promenades, ils veulent pas prendre l'auto pour aller en quelque part, ils veulent pas, mais on a toutes ces attentes-là. Fait que je pense que quand on regarde l'individu devant nous, c'est plus le fun pour nous, puis c'est plus le fun pour lui, puis tout le monde apprécie plus l'activité. Ça répond-tu à la question? Oui, je sais pas trop. Très bien, très bien. Puis pour une longueur de laisse, est-ce que t'as une... Ben, je sais qu'il n'y a pas jamais de recette magique, là. Une longueur au millimètre près, excuse-moi. Oui, c'est ça. Merci de l'avoir demandé, parce que j'avais complètement oublié. Moi, j'aime bien avoir une longue longe, là. Je sais pas c'est quoi exactement. En tout cas, j'ai beaucoup de loops dans ma main. Entre autres, parce que si votre chat capote puis se met à courir, typiquement, il va vouloir retourner à la maison. Puis des fois, je suis pas super rapide. Là. Je me suis amoché la hanche cette semaine, puis je suis comme, je te promène pas, on oublie ça, là, je serais pas capable. Mais on veut pouvoir y donner un peu de slack. Par contre, si on est sur le bord d'un trottoir avec des voitures, on veut vraiment garder ça court parce qu'on n'a pas de jeu. Tu sais, un chat, ça peut vraiment rapidement décider, soit parce que j'ai peur ou soit parce que je suis juste genre, ça me tente. Tu sais, j'ai un de mes chats qui, des fois, de ce temps-ci, c'est ça, on est dans des rues, puis il y a beaucoup d'arbres, puis là, il part à courir, puis pour monter dans un arbre, puis redescendre, puis courir à l'autre arbre, puis remonter. Fait que je donne du slack des fois, puis l'autre jour, la laisse m'est tombée des mains, puis c'était la longue longe. Puis là, j'étais comme, ouh, zut. Avec un rappel qui est entraîné, j'ai juste eu à l'appeler, il a fait comme, quoi? Hein? Puis il est revenu, j'étais comme, ah, phew. Mais il reste que par rapport à la rue, il aurait pu se ramasser comme vraiment loin dans la rue. C'était un soir, il y avait vraiment pas de trafic, mais c'est le genre de choses auxquelles il faut penser. Fait que, une courte laisse, c'est peut-être mieux. Gardez toujours en tête qu'ils peuvent partir vite puis vous la lâcher. Une longe, ça vous donne du jeu, mais pensez toujours qu'ils peuvent se pitcher à 100 000 à l'heure. Ouais, c'est une autre gestion, la longe, là, qu'une laisse. Ouais, c'est ça. Puis pour les chiens aussi, j'imagine. C'est juste que, je sais pas, les chats ont plus tendance peut-être à juste dire « moi, je vais aller en dessous du véhicule ». Tu sais, comme les chiens, peut-être qu'on entraîne mieux le fait de rester plus sur le trottoir, ben pas intuitivement, mais on l'intègre plus. Les chats, on a peut-être moins tendance à intégrer ça, puis ils sont peut-être juste plus explorateurs, plus curieux. Mais ils passent plus facilement aussi partout, là. Oui, voilà. Ouais. Puis, Tout le temps. t'as émis un bon point aussi, le rappel. Est-ce que tu peux peut-être en parler un petit peu sur un chat? C'est la même chose qu'un chien, dans le fond. Il faut juste que ça vaille la peine de revenir vers nous. Fait que, tu sais, comme au plus simple, un rappel, ça peut être le nom de l'individu. En canin, là, bon, il y a plus d'affaires d'obéissance, donc si on dit le nom, des fois, ça peut être « je veux juste que tu sois attentif à moi, mais je veux que tu restes assis pour la compétition ». Si ça, vous vous en fichez, ça peut être que le nom de votre chat, c'est son rappel. Ça peut être juste une cible de doigt, puis la cible de doigt devient un rappel. Fait qu'essentiellement, c'est le mot que vous voulez, disons le mot « bouteille ». Fait que ça va être « bouteille, gâterie, bouteille, gâterie, bouteille, gâterie, bouteille, gâterie ». Puis là, si on répète ça tous les jours, ben, à un moment donné, on va pouvoir le faire de 2 mètres, puis quand on va dire « bouteille », le chat va venir vers nous et on lui donne une gâterie. Puis là, on joue avec la distance, on joue avec le moment de la journée. Et quand on a ça en promenade aussi, qu'on le fait en promenade, notre chat fait comme « Wow! En promenade, on a des vraiment bonnes gâteries. » Puis quand elle m'appelle, ça vaut vraiment la peine. Puis ça établit des patterns rassurants aussi, parce qu'il se rend compte « OK, la vie fonctionne de la même manière dans cet environnement. » Puis c'est des patterns rassurants, puis ça l'encourage à revenir vers nous comme comportement par défaut. Mais en bout de ligne, si on fait en sorte que ça vaut la peine de revenir vers nous, ils vont avoir tendance à revenir vers nous. C'est en simple rappel, là. Mais Ouais. t'as raison, puis tu sais, j'imagine qu'il faut... Tu sais, il faut vraiment que ça vaille la peine parce que tout le reste est très intéressant aussi. Oui. C'est sûr que si on a des oiseaux, des écureuils, c'est un petit peu plus dur, tu sais. Ça arrive des fois où j'ai mon tube de gâterie liquide chourou, là. C'est un peu comme les Cat It Creamy, là, dans mon sac. Puis
des fois, je suis comme, OK, on va sortir le chouroux parce que, comme, t'es vraiment fixé sur cette... Ça fait 5 minutes qu'on est sur le bas d'un arbre, puis moi, j'en ai vraiment marre. Ou, mais sérieux, quand on dit, là, les chats qui sont comme, peut-être qu'il va revenir, puis tu sais, comme, peut-être qu'il va être assez proche, je vais pouvoir sauter dessus, t'es comme, ouf. Fait qu'il y a ça, mais il y a aussi des situations où on peut rencontrer, exemple, un chat, tu disais le chat de la porte patio. Ouais. Là, c'est comme « wow », puis là, comme je suis dans un état émotionnel tellement grand, on veut vraiment pas ramasser notre chat dans une situation comme ça, parce qu'il risque juste de rediriger sa frustration vers nous, puis on peut se ramasser graffiné. Fait qu'on veut avoir des choses très bonnes. Ces tubes-là, c'est vraiment pratique si votre chat aime ça, pour... Si t'es pas capable de répondre, je vais au moins te le faire sentir, puis là, je vais peut-être être capable de switcher ton état émotionnel, tu vas te calmer, puis là, tu vas être capable de me suivre si j'appelle ton nom. Fait que c'est ça. Oui, il faut avoir des très bonnes choses parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Surtout les souris à 9h le soir, là, que moi, je vois même pas, je vois une feuille qui bouge, puis lui, il est tout énervé. Les sauterelles, les cigales, voilà. Ça arrive-tu, justement, que... Tu sais, je sais que c'est une grosse problématique avec les chiens, de quand tu te promènes, il y a d'autres chiens qui viennent, il y a des chats, il y a plein d'affaires. Ça arrive-tu des fois avec les chats, puis comment tu gères ça? Oui, ça arrive. Puis oui, je pense qu'on s'y attend. Je pense que les gens pensent plus aux chiens qu'aux chats à la base. Puis en fait, les chats sont parfois plus un problème parce que, inévitablement, ils ne sont pas en laisse. Ils sont habitués d'être dehors, ils sont habitués à leur zone, puis on est comme un étranger dans leur zone, un peu. Il y a énormément de chats, en fait, qui ont accès à l'extérieur, qui sont franchement polis, puis, ou qui vont juste faire comme « je sais pas t'es qui, toi, je m'en vais ». Fait qu'il y a beaucoup de situations où on va juste éviter les problèmes. Ça aide beaucoup de savoir un peu lire le comportement de communication du chat. Par contre, on peut avoir des chats... Tu sais, il y a des gens qui disent « j'ai un chat dans mon voisinage qui il nous court après, moi et mon chien ». Donc, c'est sûr que s'il y a un chat comme ça dans votre voisinage, il va probablement courir aussi après vous et votre chat. Donc, c'est sûr que c'est des choses à gérer. On peut lancer des gâteries à cet autre chat-là. Souvent, ils vont dans un état émotionnel où d'un, ils s'attendent pas à ce que quelqu'un leur lance des gâteries parce que les gens qui lancent des gâteries à leur chat, il y en a beaucoup moins que ceux qui lancent des gâteries à leur chien. Fait que ça fait juste moins partie de leur pattern. Puis on peut, c'est ça, essayer de s'éloigner le plus rapidement possible. Je dirais que moi, les gens que j'ai rencontrés avec des chiens, très souvent, les gens ont été très polis. Tu sais, moi, je me promène dans des rues résidentielles montréalaises près de chez moi. Fait que, tu sais, comme j'ai pas été faire des sentiers dans la forêt où je sais qu'il y a plein d'autres gens, ça, ce serait probablement autre chose. Par contre, il y a tellement d'arbres, si vous avez un chat qui saute facilement en hauteur et grimpe facilement en hauteur, vous avez au moins en forêt ces repères-là. Encore une fois, moi, ce serait quelque chose que je mettrais presque sur signal. Tu sais, OK, on monte pour que si mon chat vient pour paniquer, je puisse l'aider à faire comme... Le bon choix, ce serait de faire ça, puis au moins, ça te met loin des chiens. C'est une bonne idée, ça. Mon Dieu, wow. Ouais. Faut juste pas qu'il monte trop haut, faut qu'il sache comment redescendre en reculant. J'ai une vidéo qui explique ça, d'ailleurs, parce qu'on peut l'entraîner à reculer des arbres. C'est un bon point, parce que... Ouais, faut qu'il puisse être capable de... C'est ça! Faut que tu gardes la laisse juste assez tendue, puis je faisais un arbre qui a pas trop de branches, là, puis là, c'est pas super. Mais globalement, je te dirais, là, les gens ont vraiment été polis. Tu sais, moi, souvent, je vais voir les gens arriver de loin, puis souvent, tu sais, c'est un peu plus long à ramasser ton chat que ton chien en général. Et souvent, les gens vont voir que j'ai un chat et eux-mêmes vont... Puis je suis comme, je m'en allais me tasser, mais c'est vraiment poli de la part. Fait que le plus possible, je vais pas crier à quelqu'un à l'autre bord de la rue « Hey, merci! » Mais tu sais, comme si je suis à distance d'ouïe, sans crier, je vais leur dire « Merci beaucoup. » Il y a des gens qui... L'autre jour, il y avait quelqu'un que sa laisse, ils avaient une laisse rétractable. Puis en plus, il était en train comme de parler à quelqu'un dans des écouteurs. Mais j'y ai juste dit un peu de loin, fais juste bloquer ta laisse parce que j'ai un chat. Puis la personne a tout de suite bloqué, puis elle s'est distancée un petit peu. Moi, mon chat était full relax. Puis le chien, je pense, l'a même pas vu. Puis j'ai juste dit comme merci quand ils sont passés. Fait que je pense qu'il y a moyen d'avoir des super bonnes interactions, même si des fois, les animaux, c'est sûr, quand ils sont là, c'est un peu plus stressant, il faut les voir de loin. Mais en général... J'ai moins de frustration que quand j'avais un chien, je te dirais. Puis j'avais pas un chien réactif, mais je trouve que les gens sont quand même capables d'être polis et pas dire « Ah, ça devrait être juste une place pour les chiens. » Je pense qu'il y a de la place pour les chats, les cochons. Qu'est-ce que les gens ont d'autres qui peuvent promener dans l'Est, à Montréal? Il y a des furets, j'ai déjà vu des furets. Des furets! J'aime! Bon, ben voilà, il y a de la place pour tout le monde. Fait que oui, c'est quelque chose d'important. Fait que ça aide, je pense, d'être dans des endroits où tu vas voir les gens avec leurs chiens arriver de loin. Fait que des ruelles larges ou... si t'es coincé entre des bâtiments d'un côté, des voitures de l'autre, puis t'arrives à des coins de rue, c'est sûr que... C'est un peu comme avec un chien réactif, finalement. Mais peut-être vous pourrez me dire, là, mais si justement tu croises un chat pas de laisse, puis que t'as des gâteries, il y a pas des chances que
l'autre chat aussi te suivent? Oui. Généralement, ils sont tellement attentifs, beaucoup. Ça dépend à quel point ça se sent aussi, hein. Parce que c'est ça, tu sais, comme les chiens sont habitués d'avoir de la bouffe de la part des humains, les chats sont quand même moins en général. Fait que déjà, ce pattern-là est pas là. Si t'as quelque chose qui sent super bon, genre t'as cuit du porc, comme il y a 1 heure, puis il est tout comme... Tu sais, puis il est pas sec, là, il est humide, puis comme... C'est sûr que là, il va probablement faire comme « Ouh, qu'est-ce que c'est ça? » Autrement, ils sont quand même concentrés sur c'est qui cette personne-là, c'est qui ce chat-là. S'ils te poursuivent, tu peux toujours en pitcher un peu à terre, puis là, tu vas pas avoir le temps d'accélérer, puis de t'en aller plus loin, puis là, si ton chat se calme, tu peux le prendre, puis courir à toute vitesse, ou changer de côté de rue. Mais généralement, ça gère quand même bien, tu sais. La majorité des chats ont quand même assez de compétences sociales pour être capables d'interagir, puis se dire genre « Salut, je veux dire bonjour. OK, wow, t'es un peu trop proche. » Un chat qui feule, c'est un chat qui dit genre « Wow, j'aime pas ça. » Puis ça peut aller, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais ça peut aller d'une grande gamme. Ça peut être « Tu m'énerves », comme ça peut être « Je capote, je suis terrifiée. » Fait que dans ces interactions-là, souvent, c'est comme Hey, calme-toi les nerfs, là, je veux pas me faire renifler le péteux en ce moment, ou tu sais, comme, lâche-moi, là, tu m'as reniflé le péteux 1 seconde, c'est assez. Fait qu'ils ont quand même des capacités sociales à gérer leur situation entre eux autres. Fait que, on croise toujours les doigts. Ouais. Oui, c'est ça. On ne sait jamais en même temps, mais c'est ça. Puis des bons trucs. C'est ça. Puis ce qui est gossant avec les chats, c'est ça. La personne avec son chien, tu vas l'avoir arrivé de loin. Le chat du voisinage, il va sortir dans dessous d'une auto des fois. Puis là, c'est comme « Oh, un copain! » Surprise! Fait que c'est un défi un peu, là. Ah, puis aussi, une autre question dans un autre sujet. Je voulais savoir quelle est ton opinion sur la stérilisation des chats? Ah, oui. Pourquoi est-ce qu'on stérilise les minous? Oui, puis ça revient beaucoup aussi. Tu sais, bon, il y a des études qui avancent graduellement à propos de l'âge de stérilisation, c'est chez les chiens aussi, puis les gens, là, se posent des questions avec les chats. Les chats, ça se reproduit vraiment beaucoup, vraiment vite. On a un climat quand même plus froid, fait qu'on a un problème moins important que plus au sud, mais ça reste que ça fait énormément de bébés. Et malheureusement, ben, côté qualité de vie, ces chatons-là qui naissent dans la nature urbaine, le taux de mortalité est quand même élevé. Puis c'est pas des conditions toujours chouettes, puis c'est pas des conditions de qualité de vie qui sont très grandes. Fait que pourquoi on veut stériliser? On a déjà amplement de chats et de chatons dans les refuges. Il y a amplement beaucoup de disponibilité. Fait que d'une part, il y a cette raison-là. Quand on parle des inquiétudes des gens face à la stérilisation tôt, les chatons, si ma mémoire est bonne, la recommandation de International Cat Care, c'est quelque chose comme... Tu peux aller vraiment très tôt, mais c'est comme avant 4 mois, quasiment, là, tu sais. Parce qu'un chaton peut faire des bébés, je pense, à partir de 5 mois. C'est comme, ils sont capables de faire des bébés vraiment, vraiment tôt, donc c'est pour ça qu'on veut pas trop attendre. Il y a pas d'études relativement à c'est-tu mauvais pour les articulations, ce genre de choses-là. Ça reste des petits animaux, donc il n'y a pas d'indication que stériliser tôt serait... délétère. Je suis pas une vétérinaire, je me fie sur l'information que j'ai. International Cat Care est toujours une bonne source d'information. Puis ce qui est plus important encore, en fait, c'est que si on les stérilise tôt, on évite qu'ils développent certains comportements qu'on ne veut pas voir, et on ne veut pas les voir parce que c'est ce qui fait que les gens euthanasient leurs chats ou les laissent aller en refuge ou les laissent dehors. Principalement, tout ce qui est comportement de marquage. Parce que quand on commence à prendre l'habitude de faire du marquage urinaire, c'est sûr que c'est comme nous, les humains. Hein? Quand on prend une habitude, quand on veut la changer après, il y a plein de mécanismes dans les chemins du cerveau. On sait que les comportements qui sont habituels puis les comportements qu'on fait consciemment, c'est 2 façons différentes de fonctionner dans le cerveau. Donc, comportement habituel, on le fait puis on pense même pas « Ah, je vais me tourner face au cadre de porte puis je vais uriner. » Moi, je fais pas ça, vous non plus, mais eux font ça. Fait que si on n'a pas développé cette habitude-là, on a moins de chance après ça que ce soit quelque chose qui, malgré la stérilisation, se maintienne un peu plus facilement. Fait que c'est beaucoup pour ces raisons-là, globalement, qu'on veut s'assurer. Comment on fait la différence entre un pipi de marquage et un pipi ordinaire hors litière, là? J'ai une belle petite vidéo comparative. Je pense que c'était un short, une vidéo courte sur Instagram, Facebook, YouTube, mais de mon entreprise, donc Folie Féline au pluriel, où on voit des exemples visuels. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Je devrais la mettre, en fait, sur mon canal personnel. Essentiellement, quand un chat urine, il va faire un squat en français. Il va plier les genoux et mettre ses fesses au sol. Puis souvent, il va avoir creusé avant. C'est un peu comme quand ils défèquent. Quand ils défèquent, ils sont un peu plus
haut. Hey, c'est dur à décrire, hein? Les fesses par terre, puis souvent, ça va être long, on fait pipi, puis après ça, on se tourne souvent, puis on gratte. Le marquage, typiquement, c'est... Souvent, ils vont sentir un petit peu la surface avant. Ils vont se tourner dos à la surface, puis là, leurs pattes arrière sont vraiment hautes. Ils sont comme sur leur petit bout d'orteil, puis des fois, les petites pattes dansent comme ça pour avoir les fesses hautes avec la queue un peu tout croche. Puis ils vont gicler le plus haut possible, mais je veux pas, c'est à peu près à l'horizontale. Ils vont gicler sur la surface verticale. Puis bon, dans la littérature, on dit la majorité du temps, c'est des petites quantités. Ce qui est pertinent à réfléchir, c'est un chat d'intérieur, est-ce qu'il va avoir eu l'expérience de vie de dire « Ouais, je suis mieux de faire une petite quantité parce qu'après ça, je vais en faire une petite là-bas, puis une petite là-bas, puis une petite là-bas. » Pas vraiment. Puis si tu marques dans une maison, ça va sentir partout. Tu sais, l'odeur émane. Fait qu'il n'y a pas d'intérêt à dire « Je vais faire un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. » J'ai pas un territoire d'un hectare, j'ai un territoire juste de la maison. Fait que oui, il y a très couramment des cas où le marquage urinaire vient quand même en grosse quantité, mais on a toutes les autres démonstrations d'endinement, de piétinement de petites fesses avec la queue qui frétille, puis c'est ça, le giclage sur la surface verticale. Ça se règle-tu, Voilà. ça, avec un professionnel? Si on dit 100%, peut-être pas. Parce que c'est sûr que c'est toujours en fonction de facteurs. Il y a des gens qui ont ce problème-là, qui déménagent avec leur chat, puis ils n'ont absolument plus le problème. Pourquoi? Parce que le marquage, c'est énormément relié au stress dû à la présence d'autres chats. Ça peut être dans la maison même. Souvent, c'est les chats de l'extérieur. Fait qu'il y a des chats qui viennent dans la porte patio, puis on l'a jamais remarqué, mais notre chat, il sait en tabarouette parce qu'il vient, il feuler ça à 11h30 quand on est au bureau tous les jours. Puis là, il va se mettre à marquer sur le bord de la porte patio, exemple. Des fois, ils vont se mettre plus en hauteur. C'est comme ils veulent voir la porte patio, mais ils vont se mettre en hauteur pour faire comme « Là, j'ai uriné là ». Si soudainement, ce chat-là meurt sur les hauts d'un camion sur l'autoroute, ben oh, il est plus là, puis ça se peut que le problème disparaisse de lui-même, puis on sait jamais pourquoi est-ce que c'est survenu. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire pour essayer, on pourrait sécuriser la cour, que le chat vienne plus, on pourrait mettre du papier, pas du papier, mais des films translucides pour qu'on ne voit plus le chat. J'ai une autre vidéo d'ailleurs sur mon Facebook de ça, quand on ne voit plus le monstre dans notre fenêtre, on sait pas qui est là. Ça aussi, ça m'a marqué. C'est bon! Oui. Fait que juste ça, des fois, c'est assez pour faire déescalader notre état. Ce qui est un peu gossant avec les chats et les chiens, c'est qu'ils ont un très bon odorat. Puis le pipi de chat, ça sent. Fait que si on a l'odeur qui rentre quand même, nos maisons sont pas totalement imperméables, ça, c'est sûr que ça devient plus difficile. On peut masquer ça, on peut sprayer notre végétation avec du nettoyant enzymatique à tous les jours. Ça commence à nous coûter beaucoup de nettoyant enzymatique. On peut modifier notre végétation. Parce que ce qui arrive, en fait, c'est que les chats ont tendance à choisir notamment des... j'oublie le nom exact de l'arbuste, là, mais des arbustes qui ont plus tendance à émaner les composés organiques volatiles. Et donc, c'est pas que leur urine de marquage sent plus ou est différente, c'est juste que vu qu'elle est lancée à la verticale, elle s'accroche à plein de surfaces et donc a plus de surfaces de contact et colle vraiment bien, donc c'est là que ça se met à sentir plus. Ils ont fait une étude l'année dernière sur ça. C'est une étude au moins pertinente sur les chats, j'aime ça. Puis c'est difficile à enterrer aussi après ça, si c'est sur le mur. Ben, c'est ça. Tu peux pas vraiment envoyer de... Non, c'est ça, ils essayent pas de couvrir quand ils marquent. C'est comme, je veux que ça sente, que vous sachiez que je suis là. Mais c'est bon, c'est ça. Fait que on peut choisir la végétation pour essayer que ce soit moins un endroit comme « Oh wow! Plein de feuilles d'émerocale, comme il va y avoir de la surface de contact à n'en plus finir. » Fait que des fois, on peut jouer avec ça aussi dans nos aménagements. On peut jouer aussi avec le niveau de stress, fait qu'il y a de la médication qui peut aider. Puis en tout cas, il y a beaucoup de choses à regarder. Je peux pas dire 100% parce que, justement, c'est un problème qui est quand même plus difficile à régler juste par le fait qu'il y a des éléments extérieurs qu'on peut pas pleinement contrôler, malheureusement. Un jour, on aura peut-être des contrôles d'odeur comme on a un contrôle du visuel, mais pour le moment... c'est un peu plus difficile. Et quelqu'un qui a un chaton, qui vient juste d'adopter un chaton, comment on enseigne au chaton à aller dans la litière? Généralement, idéalement, on va adopter à 12-14 semaines. Des fois, c'est aussitôt que 8. Dans tous les cas, généralement, quand on adopte un chaton, il a déjà eu tendance à apprendre de par sa maman. Donc, à peu près, si on a un chaton vraiment jeune, à partir d'à peu près 3 semaines, on peut commencer à offrir de la nourriture molle, là, je veux dire solide en voulant dire que c'est pas du lait, là, mais molle, et on peut commencer à offrir un bac à litière. On donnera pas un bac à litière là, haut de 4 pouces parce que le chaton fait même pas 4 pouces. Souvent, les gens vont utiliser les cartons. Quand on achète 24 cannes de manger mou, ils vont utiliser ça parce que c'est vraiment pas très haut, c'est gratuit, puis tu peux le jeter à la poubelle une fois que c'est souillé. Fait que ça va.
Fait qu'on veut quelque chose qui est pas haut. On veut un substrat de litière, idéalement, qui est pas quelque chose... Parce que les chatons, c'est tout petit, la mobilité est moyenne, ils vont se ramasser avec le nez là-dedans, la bouche, ça se peut qu'ils essayent de le manger. Fait qu'on veut pas quelque chose qui va être en argile agglomérante, parce que l'argile, ça va gonfler dans leur bouche, puis là, ça devient problématique, la poussière, tout ça. Fait qu'idéalement, on veut avoir un substrat qui va être non agglomérant. Fait que ça peut être du sable, ça peut être les litières de papier journal, bois, pour commencer ces premières semaines-là. Juste le temps qu'ils s'habituent, puis on veut monitorer un petit peu. On n'en mettra pas une quantité phénoménale non plus. Et donc, quand on offre ça, s'ils ont une maman, souvent, ils vont voir de toute façon maman creuser à la litière, recouvrir. Fait que souvent, ils vont l'apprendre d'eux-mêmes. Vers 6 semaines à peu près, là, ça commence à être plus bien établi. Puis c'est surtout qu'à vers 6 semaines, ils perdent le... Ou peut-être même avant, en fait. Ma chronologie n'est pas exacte. Mais quand ils sont tout petits, ils n'ont pas le réflexe d'uriner et de déféquer. Donc, il faut que maman les liche pour que ça se fasse. Donc, si ils n'ont pas de maman puis que c'est un humain qui s'occupe d'eux, on va devoir frotter. Donc, on peut commencer à faire cette procédure-là, frotter au-dessus de la litière où on va vouloir qu'ils aident. Déjà, ça fait une association. Quand je fais pipi puis je crotte, je le fais là. J'ai perdu le fil, par contre, où j'allais avec ça. Mais bref, c'est ça. On veut que ce soit facile, que ce soit bas, une litière qui a de l'allure pour ça. Maman va probablement faire la job. Autrement, on peut les amener là. Puis on peut les amener aussi... s'ils viennent de manger, il y a des bonnes chances que dans les prochaines minutes, il y ait besoin d'aller à la litière. Donc, si on les met dans la litière à ce moment-là, après 3 mois, ça, je parle, là, ils vont commencer à le faire naturellement. Puis là, ça fait comme une association que, OK, quand je vais aller à la litière, je vais aller là. Les chats ont tendance à être très propres. Ils ont tendance à aimer les substrats dans lesquels ils peuvent creuser. Fait que généralement, ça se fait quand même assez bien. Là, je me rends compte, j'ai dit sable. Je veux pas que vous ayez prendre le sable qui est dans votre cour pour donner aux petits chatons parce que ils sont pas pleinement vaccinés. Puis les chats du voisinage, s'il y en a un qui a traîné quelque chose de dangereux, ben vous pourriez le rentrer. Donc, faites pas ça. Mais ça vous donne une bonne idée. En général, ça marche bien. Puis, si on adopte un chat adulte, est-ce qu'on doit faire le même procédé? C'est-à-dire, y montrer elle est où la litière ou ils s'en rendent compte tout seul? Ouais, ben si on a bien seté notre litière, normalement, ça va bien, puis ils l'ont déjà appris. C'est sûr que si on a une maison à 3 étages, la litière est dans le sous-sol, puis on introduit le chat au rez-de-chaussée, puis on lui dit « Youpi! » Puis là, il est tout peureux, puis il sait pas trop. Ça se peut qu'il y ait un peu n'importe où, parce que ça lui fait beaucoup de choses à explorer. Donc, initialement, mettez le chat dans une pièce avec la litière, que ce soit facile à trouver. On commence déjà à établir des bonnes habitudes. Il peut y avoir des chats qui sont en situation de saisie où il y avait 20 chats dans un 3,5, qui sont nés là puis qui n'ont pas pris des bonnes habitudes parce que juste ils étaient essentiellement mis en situation d'échec. Donc ça, il y a des choses qu'on peut faire pour que ce soit plus facile. Un chat qui rentre de l'extérieur, ça se peut qu'il ne voit pas un substrat de super bonne litière agglomérante comme étant une place où aller à la litière. C'est un peu comme nous, au Québec, on a une toilette où on s'assoit. Dans notre pays, il y a des toilettes où ils squattent encore une fois, mais c'est juste comme dans le sol, il n'y a pas de bol de toilette. Puis nous, on arrive, on est comme, c'est quoi ça, c'est pas une toilette? Mais oui, c'est une toilette. Fait que c'est juste de rendre ça facile pour eux. Puis si ils n'ont pas appris à l'utiliser, ben il y a des choses comme des attractants à litière. On peut avoir un bac avec genre de la terre ou du sable de l'extérieur, commencer avec ça. Puis là, s'il dit oui, ça, je reconnais ça comme étant une litière. Puis graduellement, on va approximer vers la litière que nous, on aimerait avoir. Il y a des chats qui se ramassent à ne pas vouloir aller dans les litières, notamment les chats dégriffés qui ont des douleurs. Ça peut être désagréable. Il y a des chats qui aiment mieux faire pipi dans le bain. Il y a des chats qui aiment mieux faire pipi sur des pipi-pads. Donc, il y a moyen de moyenner. Puis si on veut vraiment transitionner, après ça, c'est de faire un processus de transition. Mais généralement, la première chose, c'est au moins savoir que le pipi va toujours être à la même place, la crotte va être à la même place. C'est notre but numéro 1. Puis après ça, on transitionne vers le mieux qu'on aimerait avoir. Puis est-ce qu'il y a un endroit qui serait mieux de mettre la litière? Ça dépend de ta maisonnée, de ta famille. L'affaire, c'est qu'on veut pas devoir faire une course à obstacles pour aller faire pipi. Tu sais, comme quand on se lève et on est en train de travailler. Moi j'ai une très petite maison, j'ai une toilette seulement au 2e étage. Puis des fois, je suis sur le sofa, puis je suis comme, faudrait que t'ailles faire pipi. ça me tente pas. Tu sais, comme là, j'ai mal à la hanche, je suis comme... Fait que je vais attendre un autre 15 minutes, genre. C'est niaiseux, mais c'est, tu sais, comme nous, on est comme ça. Plus on est vieux, pire c'est. Plus on est blessé, pire c'est. Fait que si notre chat est très vieux, peut-être qu'il était au sol, dans la litière, toute sa vie, mais là, juste descendre les escaliers, peut-être qu'il fait aussi un peu de diabète, ou tu sais, comme il y a plus de rétention urinaire, fait qu'il boit plus, sa vessie est pleine, puis se rendre, c'est difficile.
Fait que c'est toutes ces choses-là. On veut pas que ce soit un endroit super, je vais pas dire accidenté. J'espère qu'il n'y a pas d'endroit accidenté dans vos maisons. Sauf peut-être l'escalier du sol, qui est très passant, là, avec plein d'activités. On veut que le chat puisse être tranquille pour aller à la litière. On veut pas qu'il soit embusqué par le chien ou par les enfants. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs. Ils n'ont pas tant besoin d'intimité privée. Ils préfèrent un peu plus, genre, voir leur environnement pour être sûr que c'est correct, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me sauter dessus. On est vulnérable quand on va à la toilette. Fait que ça va beaucoup dépendre de la maison. Il y a des chats qui vivent très bien avec un type de litière à un endroit, puis pour d'autres, ça ne marchera pas du tout parce que dans leur maison, si c'est dans la garde-robe, je me fais embusquer par le chien, exemple. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il n'y a pas de... Pour apprendre, en fait, ou aller à la litière, il n'y a pas de mettre le nez dans son caca, là. Non. Parce qu'on entend souvent ça. Oui, que pour apprendre un chat où aller à la litière, il faut y mettre le nez dans son caca pour y dire que c'est pas là qu'il faut le faire. Mais ce que j'entends, c'est que c'est pas vrai. Ben, on l'entend pour les chiens aussi beaucoup, hein. Mais tu sais, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se soulager. Puis on leur apprend pas où se soulager en leur mettant... Tu sais, c'est comme si, je sais pas moi, tu voulais m'apprendre où est la cafétéria, puis tu me mettais le nez dans un machin de patates frites, je serais comme « What? Qu'est-ce que... Quoi? » Fait que tout ce qu'on fait quand on fait ça, c'est que le chat se met à avoir peur de nous, il comprend pas, il trouve ça désagréable. Puis en bout de ligne, il associe pas qu'est-ce qu'on voulait. Fait que ce qui est vraiment mieux, c'est de rendre ça facile pour lui, puis justement de l'inciter à y aller quand on sait que tu viens de manger ou ça fait 10 minutes que tu as mangé, je suis pas mal sûre que tu as besoin. Donc quand ils sont bébés, ça... On les met en situation de succès, souvent le comportement se fait tout seul. Mais non, pas donner dans la poupe. Qu'est-ce que tu veux dire par situation de succès? Tantôt, tu as dit aussi situation d'échec. Oui, il y a des choses qui sont dans ma tête qui sont pas toujours claires. Situation de succès, c'est arranger l'environnement, puis arranger ce qui se passe pour que ce soit super facile pour l'animal de réussir. Fait que quand on a un bac qui est très haut, pour un chaton, on le met en situation d'échec parce qu'il faudrait qu'il monte aussi haut que sa hauteur à lui pour pouvoir réussir. Si on a quelque chose de très bas, déjà, on est en meilleure situation de succès. Puis ça, les humains, nous-mêmes, on se met en situation d'échec souvent. On veut changer des habitudes, mais on change rien dans l'environnement, puis on s'attend à ce que les choses changent tout seul. Donc, on est très bon pour se mettre en situation d'échec, mais quand on se met en situation de réussite, puis quand on met nos animaux en situation de réussite, on frustre beaucoup moins. C'est la même chose en entraînement. Si je veux apprendre à mon chat à aller s'asseoir sur un papier, puis que je mets le papier à l'autre bout de la pièce, puis je suis comme, c'est long, t'es vraiment poche, ben je veux pas être plate, mais j'ai mis mon chat en situation d'échec. Mm-hmm. Tandis que je commence avec le papier entre moi puis le chat, puis il sait que j'ai des gâteries, puis il avance, puis il va sur le papier, oui, bravo, et je peux donner une gâterie. Fait que ça va en entraînement, mais ça va aussi dans la vie de tous les jours, parce qu'un chat qu'un humain ait décidé que c'était une session d'entraînement ou non, que ce soit dans la vie de tous les jours, ça reste un apprentissage. Puis en bout de ligne, nous, on le différencie parce qu'on aime les catégories, les êtres humains, mais en bout de ligne, c'est de l'apprentissage qui est la même chose pour le chat. Et quelle serait la... Oh, est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est plus clair? Oui, vraiment. Yes. Et quelle serait la situation de succès pour aller chez le vétérinaire avec son chat? Ah, le vétérinaire. Ça, c'est une question qui m'est très chère. Fait que ça se peut que je sois un peu trop longue, mais je vais essayer d'être non, c'est correct. Avant même qu'on prenne rendez-vous chez le vétérinaire, il y a le choix de votre clinique. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'y pense même pas. Là. On pourrait juste dire, quand on est chez le vétérinaire, qu'est-ce qu'on fait? Mais à la base, si on choisit une clinique qui marche avec nos valeurs, ça va être beaucoup plus facile pour nous quand le chat va être avec nous chez le vétérinaire. Il y a eu, dans les dernières années, beaucoup de programmes. Donc, ça fait plus qu'une décennie qu'on a des programmes pour les vétérinaires pour leur enseigner à manipuler les chats et les chiens, mais je vais me concentrer sur les chats, de manière qu'ils soient le mieux possible pour éviter l'escalade émotionnelle de « Oh mon Dieu, j'ai peur ». Ça a commencé en 2012 avec le programme Cat Friendly Clinic, Feu Sophia en 2013, Low Stress Handling, Fear Free for Pets en 2017. Puis là, on a les lignes directrices depuis 2022 de FVMA qui sont vraiment très bonnes puis très claires. Donc, je pense qu'on peut dire il y a des vétérinaires qui ont toujours pratiqué en mettant de l'avant l'importance de l'état émotionnel du chat pour la visite actuelle puis pour les visites futures. Par contre, je pense qu'il faut reconnaître que c'est pas nécessairement le cas de la majorité de la profession. Puis c'est pour ça que ces programmes-là se sont développés. Je pense qu'on peut pas s'attendre à ce que les gens changent leur façon de faire du jour au lendemain, puis c'est dur. Tu sais, je disais tout à l'heure, quand on est en mode habitude, on fait les choses comme on l'a toujours fait, puis c'est pas demandant en énergie.
quand on apprend une nouvelle façon de faire, là, c'est demandant en énergie, il faut se concentrer, c'est dur pour le cerveau. Fait qu'on changera pas les choses du jour au lendemain, mais je pense qu'on est sur une belle lancée. Moi, je recommande beaucoup tous les programmes que j'ai parlé. Malheureusement, on peut pas vraiment se fier juste à la certification pour dire « je vais aller voir ce professionnel-là », parce que souvent, tout ce que ça requiert, c'est d'avoir fait le cours. Par contre, il y a 2 certifications qui ont des exigences associées. Donc, il faut que la clinique soit passée à travers plusieurs choses et fasse les choses d'une certaine manière. Donc, il y a Fear Free for Pets, les cliniques, pas les individus, donc pas le vétérinaire ou le tech, mais vraiment la clinique. Et celui que moi j'adore, c'est le premier qui est Cat Friendly Clinic, qui ont vraiment une belle liste. Ils ont 2 niveaux, argent ou or. Donc moi, ma première recommandation, c'est toujours partez avec ça. Par contre, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Et donc, et c'est pas nécessairement parce qu'une clinique n'est pas certifiée qu'elle ne fait pas les choses vraiment de manière chouette. Fait qu'il y a 3 questions que je vous recommande de poser quand vous appelez une clinique vétérinaire. La première, c'est est-ce que vous avez des surfaces antidérapantes sur vos tables d'examen? Et ça semble vraiment simple, mais malheureusement, encore trop souvent, on arrive et ils n'en ont pas. Et imaginez-vous vous faire restreindre par 2 personnes sur une patinoire pendant qu'on essaye de vous faire une prise de sang dans le cou. Tu sais, comme sur la terre ferme, on a quand même le contrôle de notre stabilité, mais patiner sur une serviette qui est sur une table d'inox, c'est pas super. Donc, ce qu'on veut, on veut que les tables d'examen aient une surface antidérapante. Ça semble vraiment niaiseux, mais je peux même pas croire que je le dis encore aujourd'hui. C'est vrai. La deuxième chose, c'est est-ce que vous utilisez le scruffing? Donc, le scruffing, c'est prendre la peau de la nuque du chat pour le restreindre. Et ça, on ne veut pas ça. Et la troisième question, c'est est-ce que vous amenez les chats à l'arrière pour faire des prélèvements comme les prises de sang, cytosynthèse, ultrasons? Et ça, on ne veut pas ça non plus. Donc, avec ces 3 questions-là, inévitablement, vous allez avoir des cliniques qui vont vous dire « oui, mais » et essayer de justifier. Moi, c'est pas des cliniques auxquelles je veux aller. Puis là, encore une fois, là-dedans, ça dépend de vos valeurs. T'sais, si le chat, pour vous, c'est un bien de consommation, c'est un peu comme un robot, c'est sûr que ça sera pas important pour vous. Si votre chat, c'est plus un membre de votre famille, vous reconnaissez qu'il y a des émotions, vous reconnaissez que l'évolution a fait que il a développé des comportements quand il se sent pas bien, quand il se sent menacé pour se défendre. Parce que ça, c'est logique. Si je développe pas des comportements pour assurer ma survie, je me reproduirai pas parce que je survivrai pas. Donc, l'espèce ne se perdurera pas. Donc, pour moi, je pense que c'est tout à fait logique que les animaux aient des émotions et aient des comportements qui vont leur permettre de réagir à ce qui se passe autour d'eux. Là, ce que je suis en train de dire, c'est pertinent pour vous. Donc, c'est pour ça que je considère que c'est 3 questions qui sont très, très utiles. Puis si les gens essayent, oui, je le fais, mais vous savez qu'ils ne sont pas encore dans le processus où ils se remettent en question de dire, oh, peut-être que c'est pas la meilleure façon de faire. Donc moi, je vous encourage à choisir ces cliniques-là qui ont une surface antidérapante, qui ne scruffent pas et qui n'amènent pas les chats à l'arrière pour les prélèvements. Maintenant, avant même d'aller à notre rendez-vous, votre vétérinaire vous a peut-être donné de la médication relaxante. Et là, on a beaucoup de préjugés face à la médication en général, mais on est tellement chanceux dans les dernières années d'avoir toutes ces options-là qui se sont développées pour aider nos animaux à ce que la visite vétérinaire, au lieu d'être horrible, ce soit « ben, je suis inquiet, mais je suis quand même cool. » Fait que c'est ça, le but, c'est pas d'endormir votre chat à la maison, c'est juste qu'il soit tellement relax que quand vous vous pointez pour le mettre dans son transporteur, il soit comme « quoi? OK, ben... » Et ça, c'est quelque chose auquel les gens ne pensent pas. Quand tu cours après ton chat, c'est tellement stressant pour la personne. Et je pense que beaucoup de gens sont dans la situation où, oui, c'est un membre de leur famille, parce que dans les études, on voit que les gens évitent le vétérinaire parce qu'ils se rendent compte à quel point c'est stressant pour leur chat. Donc, les gens ont beaucoup d'amour pour leur menou. Mais ça, c'est quelque chose, la médication, si vous avez des préjugés, essayez-le ne serait-ce que pour voir si c'est pas plus facile pour vous et si ça met pas votre chat, encore une fois, dans une situation de succès plus facile. Parce que quand on parle en anglais de trigger stacking, c'est l'empilement des déclencheurs. Donc, si là, j'étais hyper stressée parce qu'on m'a couru après, fourré dans le transporteur, on était en auto, sur l'autoroute, ça va vite, je capote, là, j'arrive au vétérinaire, c'est un nouvel endroit, il y a des gens que je connais pas, des odeurs, des bruits, on veut me toucher, c'est vraiment beaucoup. Si avant, on avait fait comme « wow, je suis vraiment cool », là, c'est comme quoi? On va dans le transporteur, OK, weird. Ah, l'auto, j'aime pas full ça, là. Puis là, on arrive, on est comme, ouais, pas cool. Mais au lieu d'être
escaladé à un niveau 9, on est escaladé à un niveau 5, puis là, on apprend à connaître la salle d'examen, ça va mieux. C'est pour ça aussi qu'on veut pas amener les chats à l'arrière, parce que dès qu'on les amène à l'arrière, wow, c'est un nouvel environnement, puis on vient de réescalader l'état de stress. Des fois, les gens vont dire ça va mieux à l'arrière, mais c'est parce qu'ils apprennent pas à lire le langage comportemental du chat, puis ils réalisent pas. C'est ça, le chat gèle de peur, mais geler de peur, ce n'est pas mieux que se battre de peur ou fuir de peur. Il y a un excellent podcast... si c'est hors sujet, vous l'enlèverez, mais il y a un excellent épisode de podcast, c'est en anglais par exemple, mais il y a eu un accident d'avion dans les années 70, je pense, à Tenerife, qui était une île, et il y a des gens qui ont survécu à ça. C'était un accident au sol, là. Deux avions sont entrés en collision. Et là, l'avion brûlait, et il y a des gens qui sont restés assis, puis qui se sont dit « Ah, c'est comme ça, mourir dans un accident d'avion. » Et il y a des gens qui ont fait ça pendant, je sais pas, 1 minute, 2 minutes, et qui là ont snappé, ont fait comme « Oh! » puis qui ont dit à d'autres, on peut s'enfuir. Et ça, j'adore cet exemple-là parce que ça dit à quel point ces gens-là étaient gelés de terreur, ça n'allait pas bien, et ça te démontre à quel point c'est aussi pire que de fuir ou te battre. Mm-hmm. Fin de la parenthèse un peu bizarre. Fait que bref... Ça fait partie des réflexes de défense, de figer. Je veux dire, ça... Fait que forcément, comme un autre, comme fuir, c'est aussi pire, là. Selon moi, c'est la même... c'est juste que quand on n'a pas cette éducation-là, puis quand on voit pas que l'animal gèle, on pense que c'est pas si pire que ça. Fait que là, attends, j'ai perdu. J'ai dit, c'est pour ça qu'on veut pas emmener les... Oh, on était dans l'escalade, c'est ça. Donc, pas avoir peur de la médication parce que, justement, on n'amène pas en arrière pour pas monter en escalade. Et si on a la médication, on part déjà plus relax. Donc, on va faire l'examen, on stresse un petit peu, mais là, il y a une pause. OK, on redescend. Et, il y a des bonnes gâteries. Peut-être que je serais pas capable de les manger. La chose que fait la médication, c'est que votre chat est beaucoup plus susceptible d'être intéressé par les gâteries aussi chez le vétérinaire. Donc, amenez des bonnes gâteries. Amenez du thon. C'est pas grave, il y en a une fois par année, puis c'est juste comme « Ouh, malade! » Donc ça, c'est l'autre chose. Amenez des bonnes gâteries. Et une fois que vous êtes là-bas, soyez le porte-parole de votre chat. Parce que votre chat ne peut pas parler. Vous êtes celui qui le connaissait le mieux. Vous êtes celui qui se rend compte « Oh, il y a de la misère en ce moment, c'est dur à aller chez le vétérinaire. » Vous êtes celui qui peut dire « OK, juste une petite pause, je vais lui donner une gâterie, puis on recommencera quand il aura fini de manger. » Certains chats, on peut leur donner des gâteries pendant les procédures, puis ça va. Ça dépend des individus, donc vous pouvez faire ça vous-même aussi. J'aime beaucoup les tubes de Churu, c'est très pratique et tellement aimé. CHURU. Ils adorent ça. Je connais pas ça. C'est le même principe que les tubes Catted Creamy, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de chats qui aiment encore ça. En tout cas. Wow! On va essayer. Mon préféré. Fait que c'est très pratique chez le vétérinaire, du thon, ce genre de choses-là. Puis être être porte-parole de son chat, c'est justement pouvoir guider un peu le rythme de l'interaction parfois, puis en venir parfois à dire « Oh, comme là, je sens si vous vous sentez pas bien, je vois que mon chat est pas bien, est-ce qu'on peut prendre une pause? Est-ce qu'on peut essayer de le faire d'une autre manière? » Puis c'est comme ça qu'on peut s'ajuster, puis avoir une expérience vétérinaire qui est beaucoup plus positive, puis qui fait en sorte que votre chat va trouver ça moins difficile. Puis pourquoi c'est... Oh, excuse-moi, allez-y. Ben, je voulais juste ajouter comme « Soyez pas gênés ». Ils comptent sur vous. Fait allez-y. Pour avoir déjà travaillé dans une clinique vétérinaire, soyez pas gênés. Dites-le. Oui, puis je pense en fait que plus on le demande poliment, sans être confrontationnel, puis plus on dit « Ah, je pense que... Attends, je vais le leurrer avec la bouche, je pense que je vais pouvoir le positionner, puis même le faire s'asseoir sans qu'on pousse sur ses fesses. » Juste en le démontrant, souvent, il n'y a aucune confrontation. On a tous les mêmes buts, puis en faisant les choses différemment, des fois, on a des succès qui sont bien meilleurs, puis en même temps, ça donne des outils aux vétérinaires pour peut-être l'essayer avec d'autres individus. Qu'est-ce que j'avais? Attends, je vais prendre une gorgée d'eau. On a parlé de médication, on a parlé des gâteries, on a parlé de choisir. Il me semble qu'il y avait 2 choses que je lui avais... Rendu chez le vétérinaire dans la salle d'examen, peut-être? J'ai l'impression qu'il m'en manque une importante. Mais en tout cas... tu reviendras si ça te revient. J'en ai 2, mais il y en a une que je peux penser. Il y a quelque chose qui s'appelle le spectre de soins. Et ça, c'est pas du comportement, mais j'en parle parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est triste quand on voit les gens dire « les vétérinaires coûtent trop cher ». Les vétérinaires ont énormément de frais avec toutes les machines. Et on est à un point où on a des diagnostics qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans. Le spectre de soins, c'est de regarder entre le client et le vétérinaire
quelles sont nos possibilités de diagnostic? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Quels sont les risques si on le fait pas? Est-ce qu'on peut essayer un traitement sans faire des diagnostics parce que notre client n'a pas l'argent, exemple? Quels sont les risques? Est-ce que le client est confortable avec ces risques-là? Il comprend bien? Quelles sont les choses à regarder puis donner du feedback au vétérinaire? Et là, on verra. Donc, si on se doute, il y a peut-être une douleur, mais on pense pas qu'il y a de fracture à l'examen, puis la personne n'a pas l'argent de payer 400 $ de radio, est-ce qu'on peut faire un essai de médication pour la douleur, exemple? Okay? Puis là, je ne suis pas vétérinaire, je donne des exemples juste parce que je pense qu'on comprend mieux les choses quand on a des exemples. Si on dit on va faire une radio pour être sûr qu'il n'y a pas à avaler un schtroumpf en plastique, puis là, OK, il n'y a pas rien à avaler, on ne sait pas peut-être que c'est un cancer, peut-être qu'on ne voudra pas faire des tests très coûteux pour vérifier si c'est un cancer, parce que de toute façon, ma chatte Léa, moi, de toute façon, si elle a un cancer, je la traite pas, elle est tellement peureuse, je ne vais pas l'amener pendant 3 mois au vétérinaire 1 fois par semaine. Fait que c'est d'avoir ces dialogues-là, puis je pense que ça vaut vraiment la peine parce que, exemple, Léa, moi, je lui ai fait enlever une masse en même temps qu'un nettoyage dentaire l'année dernière. Et, tu sais, tous les gens qui sont scientifiques, on veut savoir, on est curieux. La vétérinaire était comme, t'es sûre que tu veux pas que je le teste? Je suis comme, faut que je fasse attention à mes sous en ce moment, puis 300 $, ça change rien parce que je vais pas rien faire, même si c'est cancéreux ou quelque chose. Fait que je pense que quand on a ces conversations-là, à la fois les vétérinaires et les clients, c'est là qu'on peut soigner les chats dans les limites qu'on a financièrement, quand même en essayant de s'assurer de leur bien-être. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à considérer. Je trouve ça une bonne idée de cette piste de discussion-là, d'être capable de parler avec son vétérinaire, puis de pas avoir... d'être gêné de quoi que ce soit non plus, là. Mais tu sais, les vétérinaires, je pense, pour la grosse majorité, veulent juste aider l'animal puis son propriétaire. Fait que, je veux dire, ces discussions-là font partie de... OK, ben on a Excusez. On a plan A, plan B, plan C, puis ça va être terrible à écouter. C'est pas grave, les gens le regarderont sur YouTube, ils vont comprendre. Je me souviens même plus. Ben, c'est ça, la discussion de on fait quoi et quand c'est pertinent, ça devrait faire partie, en fait, d'emblée de l'examen là, et tout. Oui. Mais tu sais, des fois, il y a tellement de choses à regarder pour le vétérinaire aussi, ça peut aller vite, puis on oublie. Fait que des fois, ça vaut la peine, nous, de l'initier en tant que client. Oui. Puis c'est ça, je pense qu'eux autres aussi. Tout le monde veut la même chose, finalement. Ouais. Et en parlant de transporteur, tantôt, tu disais sur l'autoroute, ça va vite. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de l'amener dans l'auto ou dans le transporteur, de mettre peut-être un voile sur le dessus, ou y a-t-il une façon qui est le mieux pour le chat? Il y a une étude qui est sortie l'année dernière sur les chiens où ils semblaient être moins stressés dans les véhicules électriques. Donc, pitchez-vous sur les véhicules électriques. Dans la catégorie des choses moins coûteuses, oui, souvent, visuellement, les stimuli visuels, la capacité à voir visuellement tout ce qui se passe autour est un déclencheur. Parce que là, on voit le paysage qui passe, puis on se dit « Oh my God ». Quand je disais tout à l'heure, quand on prend un chat puis on le laisse pas aller quelque part de ses propres moyens en marchant, il perd le contrôle. Je peux pas y montrer sur Google Maps. Gars, on est ici pour revenir à la maison, c'est ce tracé-là. Genre, je vais le partir, la madame va te dire comment te rendre. T'sais, pour lui, non, c'est pas rassurant. Fait que c'est sûr que plus tu vois que, oh my God, le paysage passe, probablement que plus c'est stressant. Médication, grosse affaire. On a notamment une option en particulier qui est très commune, que je ne nommerai pas, n'étant pas moi-même vétérinaire, mais qui est énormément utilisée parce qu'elle a notamment très peu tu sais, comme pour ainsi dire, pas de risque, là, pratiquement, qui fait en sorte, qui est donné pour le vétérinaire, puis qui peut être donné aussi pour la voiture. Donc, si vous avez un chat que vous allez au chalet toutes les semaines, et vous vous rendez compte la première fois, oh là là, un chat qui allaite, là, comme un chien, c'est vraiment pas normal et c'est vraiment problématique. Donc, c'est un chat qui capote complètement ou qui a des problèmes cardiaques. Faut pas se mélanger avec le phlémène, là, qui est comme juste la bouche ouverte, là, mais halter, c'est après vraiment... avoir senti quelque chose, souvent... C'est ça. Ça, c'est normal. Mais comme vraiment halter avec la langue, puis ça va pas bien. Vous aurez probablement pas le temps en une semaine de faire en sorte que la voiture soit confortable, mais si votre médecin vous donne un médicament que le chat fait comme « Oh! J'aime pas ça, l'auto, mais ça peut aller. » Ben là, vous commencez à établir que l'auto, c'est le fun, puis
on espère que votre chat, il aime ça aller au chalet, puis aller au chalet, il y a des affaires chouettes, donc on commence à bâtir cette association-là. Parce que naturellement, les chats, on les amène pas souvent à courir dans la forêt. Hein? Les chiens, c'est comme « Oh, on va peut-être aller courir dans la forêt aujourd'hui! » Les chats, c'est comme « On s'en va chez le vétérinaire ou chez le toiletteur. » Fait que comme, aller dans l'auto, c'est jamais cool. Fait que ça peut vraiment vous donner une aide supplémentaire. Il y a une étude qui est sortie le mois dernier ou ce mois-ci, qui n'a pas rapport à la voiture, mais qui est similaire. C'était une étude sur est-ce qu'un protocole de contre-conditionnement, donc d'entraînement pour la collaboration à se faire couper les griffes, est aidé. Donc, est-ce que le protocole va mieux si le chat est sur le gabapentin pendant les séances d'entraînement? Oh, j'ai dit le mot! En fait, dans l'étude, c'était du gabapentin, donc c'est correct. Donc, est-ce que ça fait en sorte que l'entraînement va mieux? Puis la réponse était oui, l'entraînement est plus rapide. Pour certains chats, l'entraînement n'aurait potentiellement pas été possible parce qu'ils sont trop stressés de se faire toucher les pattes, même comme le début est très difficile, surtout pour des gens qui sont pas des professionnels en entraînement, exemple. Donc oui, on commence à avoir ces exemples-là où on dit « Hey, ça, c'est un outil qu'on peut utiliser. » Et j'ai adoré comment ils ont écrit là, les mots exacts en anglais, je me rappelle pas exactement, mais essentiellement, ils disaient ça démontre que oui, c'est un outil qui peut être utile pour aider ces chats-là et que ça ne devrait plus être une mesure de dernier recours, mais plutôt quelque chose qu'on dit « Hey, ça a très peu de problématiques, c'est comme un médicament très sécuritaire, puis ça peut nous aider, plutôt que d'enrober le chat d'une serviette, de se mettre à trois pour y couper les griffes, puis là, il capote, ça peut faire en sorte que, c'est une expérience où je suis capable de manger, puis c'est pas si pire, puis on se chicane pas, puis on commence à apprendre mieux. » Fait que c'est la même chose un peu pour la voiture. Mettez le champ de situation de succès, aidez-vous avec ça. On veut un transporteur qui soit pas tellement petit qu'on est coincé. On veut pas nécessairement quelque chose d'énorme non plus, où le chat est comme je capote. Les chats aiment se cacher, donc oui, être couvert, avoir un endroit confortable. Ça m'est arrivé dans un de mes chats en vacances, puis oui, je mettais à profit de la médication. Puis ils étaient dans une grosse cage à chat, donc ils avaient même une litière puis un bol d'eau. Donc ça fait, OK, je peux me lever, je peux m'étirer si je veux aller à la litière. Tu sais, c'est un stress. Si on est sur la route, puis on est comme... Il n'y a pas de station-service, genre je suis comme sur une grosse route avec pas de village, puis comme il va falloir que je m'arrête sur le bord. C'est pas agréable. Fait que juste ça, c'est quelque chose qui diminue le stress. C'est sûr que, bon, des fois, ça sent le caca dans la voiture, puis là, on n'a pas le choix de s'arrêter parce qu'on peut pas le flusher, c'est une litière. Mais bref, ça peut être quelque chose, si c'est assez grand, qui est une option. Puis vous pouvez jouer aussi, de la musique calmante, relaxante. Scientifiquement, il y a des oui-non que c'est utile, c'est pas utile, mais c'est sûr que si vous mettez de la grosse musique à boum-boum, probablement que votre chat va plus avoir de la misère à relaxer. Mais on sait pas, je veux dire, il y a des chatons qui font des associations parce que depuis leur jeune âge, ils ont toujours entendu la musique boum-boum 24h/24, puis pour eux, c'est réconfortant. Fait que, en général, pas de bonne idée, mais il y a toujours des cas individuels. Fait que, vite dit, ce serait ça. Maintenant, on peut entraîner le transporteur, on peut entraîner à être plus confortable dans des endroits nouveaux, mais ça prend plus de temps que la semaine que vous avez pour aller au chalet, mettons. Et te dis autre chose, mais là, on arrive à 1 heure, donc ça passe tellement vite, hein? Te dis autre chose avec le vétérinaire, le scruffing que tu as appelé de prendre le... par le... Oui. On l'avait-tu couvert la dernière fois? Non, on n'en a pas parlé. Puis justement, j'aimerais ça qu'on en parle parce que moi, je me suis déjà fait dire, souvent en fait, il faut prendre le chat par la peau du cou. C'est comme ça que la maman prend son bébé. Fait que lui, c'est juste rassurant pour lui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Merci beaucoup d'en avoir parlé, en fait, parce que oui, c'est super commun. Puis même des gens, des fois, ça m'est arrivé des gens qui entraînent en renforcement positif puis qui font plein de belles choses avec leurs animaux. Dans leur tête, on m'a toujours dit de faire ça, puis c'est normal pour un chat, puis on va faire ça. Puis l'argument est très intéressant. Alors, c'est comme la maman-chat. La première chose, c'est que le chat est plus un bébé. OK? Fait que c'est quand même... la maman-chat, elle fait ça pour déplacer ses chatons quand ils ne sont pas capables, principalement, de se déplacer par eux-mêmes. Quand ils commencent à être capables de marcher, elle le fait pas mal moins. Un chat adulte va se faire prendre au cou pour 2 raisons. Soit les femelles lors de l'accouplement. Il n'y a pas aucun chat qui va penser que le vétérinaire ou la personne qui a le chat est un autre chat. Est un autre chat, je veux dire, dans un contexte de reproduction. Puis l'autre, c'est lorsqu'ils se font attaquer par un prédateur. Donc, ils vont se faire... Puis ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus susceptible d'être associé à ça. Donc, c'est les serres de l'aigle qui me ramassent ou la bouche du coyote. C'est stressant, ça. C'est ça. Fait que dans un contexte, en plus, vétérinaire, on est déjà stressé si on se fait coincer.
Il y a des chats qui réagissent moins que d'autres, il y a des chats qui gèlent, de toute façon. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire. On peut médicamenter, je l'ai dit la dernière fois, beaucoup de chats vont être capables de manger leurs pilules eux-mêmes avec les bonnes techniques. On peut faire des prises de sang en n'ayant pas du scruffing, mais en ayant juste des techniques de manipulation où on... Je le sais, c'est quoi que je voulais dire pour les vétérinaires, fait qu'on va y revenir justement. Si votre vétérinaire, exemple, veut faire une prise de sang, mais on va pas le scruffer puis étirer les pattes sur le bord de la table. On n'a vraiment pas besoin de faire ça. Puis ça escalade émotionnellement. Imaginez que quelqu'un vous prend le menton, puis vous prend les pattes, puis dit « On va te faire une prise de sang dans le cou », puis là, ils peuvent te le dire. Inquiète-toi pas. C'est ça, tu sais. Un peu inquiétant. Oh, man, on a des... Encore une fois, c'est évolutif, on a des attentes irréalistes face à ce que les animaux vont tolérer. Puis certains le tolèrent, oui, mais on ne devrait pas s'attendre à ce que ce soit le cas, puis on devrait essayer d'utiliser des techniques où ils ne se sentent pas menacés. Et ce que j'allais dire, c'est ça, en fait, c'est... Tout à l'heure... Si votre vétérinaire vous dit « Votre chat a trop de difficultés en ce moment, on va recéduler le rendez-vous avec de la médication pour l'aider à être relax », c'est une merveille, ce vétérinaire, regardez-le. Je sais que vous avez manqué une journée de travail, une demi-journée de travail, mais l'affaire, c'est que ça, c'est un vétérinaire qui met la sécurité de son personnel en premier, qui met la sécurité du chat en premier et qui met l'état émotionnel en premier. Puis ça, on veut garder ça. Parce que si vous arrivez sur déjà un médicament, puis le vétérinaire vous dit il va falloir le mettre sous sédation si on veut faire les tests qui sont importants aujourd'hui parce qu'on sait qu'il est malade, encore une fois, c'est une perle. Oui, ça coûte plus cher un petit peu, mais on peut pas mettre les gens en danger, on peut pas mettre votre chat en danger. Puis les résultats aussi, quand on a un chat qui est sur la médication puis qui relaxe, on a plus de chances de pouvoir faire la prise de sang, puis les résultats qu'on va avoir vont être plus clairs. Parce que si on a un chat super stressé, est-ce qu'il fait vraiment de l'hypertension ou c'est juste qu'il capote? Ouais. Si notre glucose est élevé, c'est-tu vraiment un chat qui est diabétique ou c'est juste parce qu'il capote? Fait que vous en avez beaucoup plus pour votre argent quand on garde Minou à un état plus relax. Fait que bref, au lieu du scruffing, qu'est-ce qu'on a? Les lignes directrices là, 2022, que là, je me rappelle pas, Handling Guidelines du FVMA, je pense. Si on a l'occasion de mettre un lien, on mettra un lien, parce que là-dedans, ils disent très clairement pas de muselière, pas de scruffing, pas de serviettes super serrées sur le chat. Si on n'est pas capable, avec de la restreinte minimale, des gâteries, du positionnement où le chat est confortable, d'obtenir ce qu'on veut, ben, la solution, c'est pas de demander à 3 autres personnes de venir s'écraser sur le chat. C'est vraiment de penser à, OK, on appelle ça la restreinte chimique. C'est un terme tellement pas marketing, mais c'est la médication relaxante où, au lieu d'être comme « je suis à l'hôpital, je suis vraiment stressée », on vous donne une petite pilule ou une petite injection, puis là, vous êtes comme « wouh, j'étais à l'hôpital, c'est cool ». Fait que voilà, fait que ça fait le tour de ça. Est-ce que ça répond à ta question pour le scruffing? Oui. Ça fait du sens? Oui, parce que justement, moi, j'ai entendu ça beaucoup, puis même... Ça se fait encore trop. Oui, c'est ça. Puis des gens... C'est facile. Puis je sais que ça n'a pas de mauvaise intention, Non. que les gens, ils veulent... Ben, des fois, c'est même flatté, là, comme « Ah, je te flatte, puis je t'aime, puis genre, je veux te pogner pour te dire à quel point je t'aime, mais... » C'est pas de faire, ça. Mais il y a une différence aussi, tu sais, à la maison, ça se peut que vous ayez un chat qui aime le frottage vigoureux, mais vous êtes à la maison, vous avez une relation avec lui, puis il aime ça. Tu sais, comme au vétérinaire, il aimerait peut-être pas ça se faire frotter vigoureusement comme ça, parce qu'il est comme « Ouh, c'est trop, je suis pas sûre, puis ça va pas super bien. » Ensuite, j'ai pensé à quelque chose quand t'as dit, puis... Scruffing. Mais c'est ça, il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a jamais de mauvaise intention. C'est ça, le but, c'est toujours de sentir qu'on a le contrôle, mais il y a d'autres manières de sentir qu'on a le contrôle. Puis c'est sûr que ça implique de sortir de sa zone de confort, de commencer à faire les choses autrement. Mais il y a des étapes intermédiaires, puis il y a des façons de pratiquer qui peuvent faire en sorte qu'on sent qu'on a le contrôle, puis qu'on ne risquera pas de se faire mordre. Parce que scruffer un chat, ça peut soudainement beaucoup augmenter les risques de se faire mordre juste parce qu'on vient d'escalader l'état émotionnel. Fait que ça nous donne un peu un faux sentiment de contrôle qui vient avec des problèmes pour le reste. J'aime ça aussi de le faire associer. C'est plus associé à maman quand ils sont rendus plus vieux. C'est associé à un stress de « je vais mourir ». C'est ce qu'il faut garder en tête. C'est bon. Ben, merci énormément à vous. C'était encore passionnant. Ça a passé beaucoup trop vite encore. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous redire où on peut te retrouver? Oui. J'essaie... Ben là, ça fait plusieurs mois quand même que je publie une vidéo à chaque semaine à propos des chats. Des fois, c'est plus complexe et utile. Des fois, c'est plus juste rigolo. Donc ça, c'est sur YouTube, ma chaîne personnelle Caroline Crevier-Chabot. Autrement, je suis pas très active sur ma chaîne d'entreprise, mais vous pouvez aller voir folieféline.com, folie au pluriel, féline au pluriel.com. Puis si vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre rendez-vous là. Merci de l'opportunité de le mentionner. Ben merci beaucoup à toi. Merci. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
Bye!